Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bonjour à tous. Terence, merci de m'accompagner pour l'organisation de ce webinaire aujourd'hui. Donc, je vous présente Terence L, qui est conseiller en gestion de patrimoine au sein du cabinet Beaubourg Patrimoine et qui est spécialisé dans tout ce qui est expertise internationale. Moi, je m'appelle Patrick Fontan, je suis le gérant du cabinet Beaubourg Patrimoine. Donc l'objectif du webinaire de ce soir, c'est de vous parler de la fiscalité, hein. Donc on va essayer d'aborder tous les aspects de la fiscalité internationale, que ce soit taxation des revenus, taxation du capital, transmission. Donc ça nous permet d'être assez exhaustif, ça nous oblige quand même à être un peu synthétique et à passer rapidement certains sujets. Donc si vous souhaitez obtenir plus de précision sur des thèmes qu'on aura évoqués ce soir, vous pourrez prendre contact, prendre rendez-vous avec Terence ou lui envoyer un mail et il vous répondra bien volontiers. Écoutez, je vous remercie d'être très nombreux à vous être inscrits, d'être nombreux à vous être déjà connectés. Les personnes qui sont en retard nous rejoindront au fur et à mesure du webinaire. On va reprendre les règles habituelles de l'organisation de nos webinaires. Donc, on va essayer de terminer ce webinaire dans les 50 minutes à peu près, de manière à vous laisser une petite plage de quelques minutes pour pouvoir nous poser les questions que vous souhaitez. Pour poser ces questions, vous utilisez la fonction question-réponse du logiciel Zoom. Et Terence fera un plaisir de répondre à vos questions. Par contre, on le fera qu'en fin de réunion pour pas hacher trop hacher le déroulement de notre conférence. Et deuxième chose que je voulais vous dire, donc le webinaire est enregistré, ça nous permettra de vous envoyer un replay et les supports de présentation. Enfin ça, d'ici quelques jours, le temps qu'on puisse procéder au montage. Voilà, je crois qu'on a tout dit. On va pouvoir commencer. Donc, la première slide, voilà, pourquoi on organise ce webinaire sur la fiscalité? D'abord, on l'organise parce que vous nous posez beaucoup de questions sur la fiscalité internationale. Et on a essayé de répondre à votre attente. Et on sait que on vit dans un environnement global qui est de plus en plus compliqué au plan fiscal, notamment pour les Français qui résident à l'étranger. Pourquoi c'est compliqué quand on part à l'étranger de traiter des problèmes de fiscalité? C'est parce que vous n'allez pas simplement changer de lieu de résidence, vous allez aussi habiter dans un pays où les règles fiscales ne sont pas les mêmes, où vos obligations déclaratives ne sont pas les mêmes, mais aussi tous les placements que vous avez pu souscrire quand vous étiez en France, il va falloir les considérer autrement avec de nouvelles règles quand vous allez être à l'étranger. Et enfin, il va falloir aussi anticiper les règles qui vont pouvoir s'appliquer à votre transmission, parce que là aussi, elles sont spécifiques au niveau international. Voilà un petit peu pourquoi on a voulu organiser ce webinaire. Deuxièmement, il y a des pièges dans lesquels il faut éviter de tomber quand on est français et qu'on part résider à l'étranger. Euh, il faut faire attention au fait que les placements qui peuvent être performants en France peuvent devenir inefficaces à l'étranger. On en a parlé souvent au cours de nos webinaires précédents. Il faut se rappeler aussi, dans un deuxième temps, qu'une stratégie qui peut être adaptée à un pays comme la France peut être pénalisante dans un autre, mais aussi vous pouvez avoir une stratégie adaptée à un pays quand vous êtes résident portugais qui ne sera pas adaptée si vous devenez résident états-unien, par exemple. Et enfin, il y a le sujet sempiternel des conventions fiscales. Les conventions fiscales, elles ne règlent pas tous les problèmes et souvent elles sont mal comprises. On y reviendra au cours de ce webinaire. Alors, les objectifs, ils sont au nombre de 3. On va essayer de vous aider à éviter les erreurs les plus fréquentes. On va aussi essayer de vous aider à sécuriser vos investissements et anticiper les conséquences fiscales de vos décisions patrimoniales. Voilà un peu le cas dans lequel va s'inscrire notre webinaire. Alors, comment on va traiter les sujets qu'on va aborder ce soir? Écoutez, vous voyez, on a posé 5 questions, en fait, auxquelles on va s'efforcer de répondre durant tout ce webinaire. La première question, c'est une question qui est décisive, et c'est pour ça qu'on va la traiter en premier. C'est où suis-je résident fiscal? Vous avez changé de pays, vous avez l'impression que vous n'avez plus rien à voir avec l'administration fiscale française. On va voir, c'est pas si simple. Deuxième question, dans quel cas la France continue-t-elle à m'imposer?
Donc là, on va analyser cette question. On va essayer d'y répondre en regardant les revenus immobiliers, les revenus financiers, les plus-values, les retraites et aussi les transmissions. Dans une troisième partie, quels placements sont à ma disposition pour optimiser ma fiscalité. Donc on évoquera à ce niveau l'assurance vie, les comptes titres, les contrats luxembourgeois, l'immobilier et même les SCPI d'ailleurs. Quatrième question qui va rythmer notre webinaire, quelles sont les principales difficultés en matière de transmission internationale? Donc là, on fait un zoom sur un sujet qui est quand même un peu plus technique que les autres, qui est la transmission, que ce soit sous forme de succession ou de donation, en replaçant tout ça notamment autour de l'assurance vie, puisque c'est quand même l'outil qui est le plus adapté pour optimiser les transmissions. Et dernière partie de notre webinaire, ça va être un peu pour réviser la leçon, hein, on va regarder les 5 erreurs fiscales les plus coûteuses quand on part à l'étranger, mais on verra que c'est des erreurs fiscales qu'on aura déjà analysées dans les 4 premières réponses aux questions précédentes. Voilà un petit peu comment on va partir sur ce webinaire. Donc, environ 50 minutes. Hein. Donc, je compte sur vous pour être synthétique et précis. On attaque la première question. Où suis-je résident fiscal? Donc, je suis français, je pars résider à l'étranger. Donc, la notion de la résidence fiscale, elle est importante. On va l'aborder au travers de 5 items. Pourquoi la résidence fiscale est importante? Quand devient-on non-résident fiscal français? Les situations les plus fréquentes, donc ça on verra, c'est juste un petit peu pour illustrer, la problématique de la double résidence fiscale est l'erreur la plus fréquente. Terence, on vous écoute. C'est ça. Donc déjà le point le plus important, le premier qui est important, c'est de savoir aujourd'hui quelle est votre résidence fiscale. Parce que c'est un peu le point de départ, c'est de là qu'on va pouvoir déjà vous conseiller et savoir vers quoi s'orienter, on va dire. Parce qu'en fait, elle va vous déterminer pour savoir où vous allez payer vos impôts et comment vous serez taxé. Donc vous pouvez avoir un investissement qui sera efficace, on va dire, pour un résident fiscal français, mais qui ne le sera plus du tout le jour où vous allez partir à l'étranger et que vous serez résident fiscal d'un autre pays. Donc il y a toute cette stratégie à prendre en compte. Il y a également le sujet des conventions fiscales qui sont assez mal comprises et qui vous permettent globalement en fait d'éviter une double imposition, mais qu'il faut étudier et qui changent d'un pays à un autre. Parfois, elles n'existent pas. Donc, ça va être le cas de chaque pays. Est-ce qu'une convention fiscale a été établie ou non? Bon, il n'y a pas beaucoup de pays où il n'y en a pas. Oui, ça... Il y en a pas beaucoup, il n'y en a pas. Et ensuite, en fonction de votre résidence fiscale, en fonction de votre statut, vous aurez accès ou non à des investissements. Donc, il y a toute cette part des choses à, à voir préalablement. Et également au niveau de la succession, forcément, en fonction du moment où vous vivez, également au moment du décès, que ce soit de vous et de vos bénéficiaires, il y a également les règles de transmission qui risquent d'évoluer. Donc on a compris que c'était important, que la résidence fiscale est importante pour la gestion de ces placements. Alors comment on fait pour déterminer la résidence ou le pays de résidence fiscale? Voilà, donc si on prend le cas français, en fait, il y a 3 grands points. Si aujourd'hui votre foyer ou lieu de séjour principal est en France, si vous travaillez en fonction, donc votre résidence fiscale, votre profession où vous travaillez, et également le centre des intérêts économiques. Donc il suffit qu'un seul critère soit respecté. Par contre, il faut faire attention. Il y a des points importants, il y a des cas où on peut avoir l'impression d'être résident fiscal, par exemple étranger, et on se retrouve avec l'administration fiscale française à vous dire qu'en fait vous êtes résident fiscal français. Donc on peut avoir cette confusion justement entre le lieu de vie et le lieu de résidence fiscale. Donc on avait un client par exemple par le passé qui avait l'habitude de travailler à l'étranger, donc de respecter la règle de la moitié de l'année passée à l'étranger plus un jour, et donc qui était pour lui il considérait qu'il était résident fiscal étranger, mais en fait il effectuait régulièrement des voyages vers la France car sa famille était restée en France. Et donc l'administration fiscale, en fait, elle a considéré que son lieu de vie principal était en France, et donc résident fiscal français. On vous a mis d'ailleurs des exemples juste après. Par exemple, là, c'est le cas d'un salarié qui est installé à l'étranger.
mais qui a sa famille en France, non, qui est avec sa famille justement à l'étranger, donc là la situation est assez claire, il est non résident fiscal français. Par contre, le cas 2, où il est à l'étranger, mais avec sa famille restée en France, donc dans une résidence secondaire par exemple, là il est résident fiscal français. Et après, bien sûr, il y a toujours des cas un peu plus particuliers, où par exemple il y a un entrepreneur qui est à l'étranger, mais qui a une société française, donc une, des avantages économiques en France. Donc là, c'est vraiment au cas par cas à chaque fois. Euh, Avec l'administration fiscale, il faut se renseigner, faire une petite étude au préalable pour pas avoir de surprise par la suite. Et moi, j'étais cet après-midi en rendez-vous téléphonique avec un entrepreneur qui fait partie du K3, qui vit au Portugal et qui va recevoir une grosse somme d'argent, enfin une grosse relativement par rapport à son train de vie, une somme d'argent en France. Et il hésite à recevoir cette somme d'argent en France parce qu'il a peur que l'administration fiscale française considère que cette somme d'argent va faire en sorte que le centre, vous vous rappelez, on a dit tout à l'heure, le centre, si je retrouve comment on fait pour en passer avant, que le centre principal économique, vous voyez, non, ça s'est trompé, le centre de ses intérêts économiques va revenir en France et que du coup, il va se faire taxer par l'État français. Et comme il a un gros patrimoine immobilier, ça l'enthousiasme pas énormément. Donc, vous voyez, c'est pas si simple. C'est pas parce qu'on habite quelque part qu'on est forcément résident fiscal du pays dans lequel on habite. Et il peut y avoir le risque d'avoir deux pays de résidence fiscale. Attention, ouais. Voilà, donc on a vu un petit peu les situations fiscales qui Mm. peuvent survenir, et donc on vient d'en parler juste à l'instant, Ouais. attention au piège de la double résidence fiscale. C'est ça. On a évoqué là du coup le piège de la résidence secondaire avec la famille qui reste par exemple en France, qu'on visite régulièrement. Donc l'administration fiscale peut vous considérer comme résident fiscal français. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'on ne choisit pas nous la résidence fiscale. C'est vraiment en fait en fonction de votre train de vie et de la réglementation actuellement en vigueur en France et dans le pays où vous êtes qui va déterminer votre résidence fiscale. Parce qu'on peut avoir le cas d'être résident en fait des deux pays. Si vous travaillez par exemple à l'étranger et que vous effectuez en fait de nombreux trajets en France, vous serez considéré comme résident fiscal en France, mais également dans le pays dans lequel vous travaillez. Et là, souvent, en fait, on a les conventions fiscales qui vont vous permettre de déterminer ou de trancher en fonction de votre situation. Là encore, au cas par cas. Euh, la seconde erreur également à éviter, c'est dans le cas où, par exemple, on envisage un retour en France et qu'on veut préparer son retour, et que, par exemple, la famille commence déjà à rentrer en France plus tôt que prévu, et ben, on peut se retrouver en fait à être résident fiscal un an plus tôt que prévu, car justement, le lieu de vie, les intérêts se retrouvent déjà en France. Et donc c'est important parce que Ouais, souvent avant de revenir en France, on prépare pour avoir des c'est placements qui ça. sont adaptés en ce retour en France, et si on se fait attraper un an avant, ben, on Mm, n'a pas préparé. c'est ça. Alors, quelle est l'erreur la plus fréquente, Terence? Alors là, ça va être de confondre en fait le terme d'expatriation et de non-résidence fiscale. Donc, c'est pas parce qu'on part demain qu'on va arrêter de payer des impôts. Ça va dépendre d'une part déjà de l'investissement que vous faites. Donc là, par exemple, si vous avez des revenus immobiliers français, bah, c'est pas parce que vous êtes à l'étranger qu'ils seront plus imposés. Ils seront quand même imposés en France, comme les plus-values immobilières, si c'est en France que vous les avez faites, et certains revenus financiers. Donc là, ça va être au cas par cas des produits dans lesquels vous avez investi, mais c'est pas parce que demain, vous partez de la France qu'il n'y a plus aucun impôt à payer en France. Si demain, en fait, les produits sont issus relèvent encore de la fiscalité française, vous y échapperez pas. Alors, Terence, on vient de comprendre que bah, c'est pas parce qu'on résidait à l'étranger qu'on avait même acquis le pays de résidence, un pays de résidence étranger à la France, qu'on allait pouvoir éviter à tous les coups l'impôt français. Donc là, ce qu'on va regarder dans la deuxième partie, ben, c'est quand est-ce qu'on est imposé en France. Hein, on va essayer de regarder ça, on en a parlé en introduction, au travers des principaux faits générateurs de l'impôt en France, donc les revenus immobiliers, les plus-values, les retraites, les revenus financiers et tout ce qui tourne autour de la transmission. Donc on va reprendre les items les uns après les autres, on peut compter sur vous, Terence. Oui. Bon, alors, les revenus immobiliers français. Voilà. Donc le cas simple, c'est donc si les loyers proviennent d'un bien situé en France, donc là typiquement par exemple les différents cas, mais la location en nu, même le meublé
ou via des sociétés, via la SCI à l'IR, vous serez typiquement imposé comme des biens, comme si vous étiez résident fiscal français. Donc là, on peut prendre un peu, on a effectué donc le taux minimum d'imposition de 20%, qui est applicable éventuellement des prélèvements sociaux. Ouais, vous savez que les prélèvements sociaux, si vous êtes résident de l'Union européenne, vous y échappez. Si vous n'êtes pas résident de l'Union européenne, comme il n'y a pas la Cour de justice pour vous protéger, et Ouais, même si vous ne bénéficiez pas des prestations sociales, ben, vous les payez quand même. c'est ça. Ça fait quelques années justement qu'on a eu le cas. Et pour l'instant, en fait, comme la réglementation européenne, elle a pas tranché pour les non-résidents, la France se permet de les prélever, de faire les prélèvements sociaux en plus. Donc, Donc on paye les impôts, ouais. quel que soit le mode de gestion du bien, s'il génère des revenus, hein. Location nue, location meublée ou Mhm. une SCI transparente, puisque pour l'administration fiscale, c'est comme si on était propriétaire en direct. Voilà. Donc il Ouais. faut remplir la déclaration tous les ans. Et puis, et alors on a les mêmes règles qui s'appliquent. En location meublée, on peut bénéficier des amortissements, mais globalement, on n'échappe pas à l'impôt. Oui, voilà, c'est ça. Il y a toujours moyen de réduire un petit peu l'imposition, mais on n'y échappera pas. Alors, on va voir dans une deuxième Euh, partie les plus-values. Alors, ça marche comment les plus-values? alors en fait, ça dépend déjà où est situé l'immeuble. Donc si l'immeuble il est situé en France, là, c'est le cas classique, vous serez imposé dans le cas français. Même si vous vivez à l'étranger, n'importe où. Et là, c'est ce que disait Patrick, on aura les avantages classiques pour un résident fiscal français, donc l'abattement, pour la durée de détention, une exonération possible en fonction de la durée de détention, justement. Mais il y en a beaucoup justement qui pensent à tort, qui vont échapper à la fiscalité parce qu'ils sont aujourd'hui à l'étranger. Donc ça, c'est pas le cas. Par contre, si là l'immeuble est situé à l'étranger, là c'est une autre histoire. Ça dépend si vous êtes considéré comme un résident fiscal français classique ou alors non. Et dans ce cas-là, là c'est une autre histoire et vous pouvez échapper à cette imposition. Oui, normalement, quand le bien est situé à l'étranger, il y a peu de Voilà. situations Mm, où on mm. doit payer C'est l'impôt ça. sur la plus-value immobilière. Alors, il y a un troisième type de revenu, c'est les pensions de retraite. Mm, mm. Alors, comment ça marche pour les pensions de retraite? Alors si vous voulez, on a déjà donc les retraites privées. Donc ça, elles vont être imposées dans le pays de résidence. Donc ça va dépendre où vous avez travaillé. Après, il y a les retraites du secteur public. Donc là, elles vont être souvent imposées en France, et ça va être la majorité des cas. Et après, on va avoir le cas des contrats, donc que ce soit les PER, les rentes, les contrats retraite. Donc là, on va avoir vraiment une analyse au cas par cas, car la situation va changer en fait d'un contrat à un autre en fonction de la réglementation en vigueur. Euh, et c'est ça en fait. En fonction, par exemple, on peut avoir deux retraités qui vivent dans le même pays, en fonction des investissements qu'ils ont fait dans le passé, donc tel ou tel type de contrat, en fonction des sociétés dans le secteur où ils ont travaillé, que ce soit secteur public, secteur privé, et des cotisations qu'elles ont mis en place, on va avoir deux retraites complètement différentes. Et il y a tout cet aspect à prendre en compte justement quand on veut commencer à préparer la retraite, quand on veut commencer à préparer justement cet horizon d'investissement. Euh, En tout cas, ce qu'on comprend en vous écoutant, Terence, c'est que on comprend pourquoi il y a beaucoup de Français qui sont partis au Portugal quand la hmm, fiscalité y était très favorable. ouais, C'est parce que quand ils appartiennent au secteur privé et pendant 10 ans, ils ne payaient pas d'impôts. ouais, c'est ça. Donc après, bon, des fois, les réglementations évoluent, mais c'est un moyen, si on a la possibilité de choisir son pays de résidence fiscale au moment de sa retraite, c'est un moyen d'échapper à l'impôt français. Il suffit de ne pas Mhm. habiter en France et de choisir un pays où les pensions sont faiblement taxées. Alors, on a vu les retraites, on avait prévu de regarder un petit peu comment ça fonctionnait sur le revenu financier. Ouais, Ouais, c'est un peu plus compliqué là, non? voilà, c'est ça. Donc, la plupart, on va dire, des revenus financiers peuvent rester soumis à une retenue à la source en France, justement. Si par exemple on parle d'un contrat français, donc là le taux en fait il va dépendre du pays de résidence. S'il y a une convention fiscale, souvent on l'a dit, mais la convention fiscale elle va permettre en fait d'éviter une double imposition. Donc typiquement quand il y a une convention fiscale, elle va vous permettre de simplement payer les impôts dans dans le pays où l'imposition va être la plus élevée. Mais globalement il n'y aura pas de double imposition. Et après elle va dépendre forcément du type de placement. Donc, on va avoir plusieurs types de revenus, des dividendes, des intérêts au sein d'un contrat d'assurance vie ou alors des obligations. Et donc, en fonction de tous ces points-là, on va avoir par exemple des produits qui vont être investis directement
Par exemple, là, je pense à des produits comme l'investissement de nos côtés, qui va être directement, qui va vous permettre d'appliquer la fiscalité du pays de résidence fiscale dans lequel vous êtes. On va avoir des produits qui vont être investis en France directement, donc là, pour lesquels la fiscalité va être appliquée, donc là, typiquement pour des dividendes, la flat tax, et d'autres, des produits d'assurance vie. Donc là, on pourrait évoquer par la suite, Patrick l'évoquera, mais on a des contrats luxembourgeois qui permettent en fait d'éviter une retenue à la source sans lien avec la France, qui va appliquer la fiscalité de votre pays de résidence fiscale. Donc voilà. Donc c'est un peu plus compliqué les Mm. placements financiers parce que globalement le principe c'est quand même une retenue à la source de l'État français, sauf pour les obligations et sauf dans le cas où il y a une convention fiscale qui fait en sorte qu'il n'y a pas besoin d'avoir la retenue à la source. Donc c'est difficile de vous exposer exactement ce qui se passe, puisqu'il y a autant de situations que de pays et de conventions. Mais sachez que finalement, la fiscalité est un peu moins lourde qu'au niveau de l'immobilier. Alors sur les transmissions, Alors, sur les transmissions, que ça concerne succession, donation, ce qui va être important, c'est donc le lieu du défunt, le lieu de résidence au moment du décès, mais également des héritiers. Donc, traditionnellement, si l'héritier décède alors qu'il est en France, il y a la succession va être de droit française. S'il décède dans un pays de résidence étranger, c'est pas pour autant que les héritiers vont échapper à au droit français. Par exemple, si sur les 10 dernières années, les héritiers ont au moins passé 6 des 10 dernières années en France, le droit français va s'appliquer. Donc c'est pas pour autant que si demain vous décédez et que vous êtes à l'étranger, que vous pouvez y échapper. Et également au niveau des biens. Donc là, typiquement, là on parle des immeubles. Si par exemple demain vous avez un appartement en France, la succession française devrait s'appliquer également. donc on reviendra un petit peu sur ces sujets dans la quatrième partie. On a dit qu'on allait faire un zoom sur la partie transmission C'est ça. et notamment sur l'assurance vie, puisque c'est l'outil qui est le mieux adapté à ce type de problématique. Donc là, je crois qu'on a un petit peu vu les cas où il faut payer de l'impôt en France quand on réside à l'étranger. Maintenant, on peut se poser une autre question, c'est quel placement je dois choisir si je veux garder un lien avec la France ou avec l'Europe, et donc en tant que Français résidant à l'étranger, quels sont les placements les plus intéressants pour moi dans ma nouvelle situation? Donc ça, c'est un petit peu l'objet de la troisième partie de notre webinaire. On a décidé de l'aborder au travers de cinq types en fait de placements. L'assurance vie, l'immobilier, mais on a une variante de l'immobilier qui s'appelle la SCPI, qui est de l'immobilier mais sous forme papier, le portefeuille titre et les investissements de nos côtés. Terence, vous le sentez? Hmm. Alors on y va. Voilà, L'assurance vie, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est l'outil auquel on pense Voilà, en c'est ça. En premier. premier, c'est le premier outil, on va dire, pour commencer à se créer un patrimoine, pour penser patrimoine global. Parce qu'en fait, ça reste une enveloppe aujourd'hui, l'assurance vie, classique, mais très efficace, en fait, pour commencer à se créer un patrimoine, pour préparer aussi bien les projets sur le court terme que sur le long terme, car l'argent reste disponible à tout moment. Vous pouvez le retirer demain avec une fiscalité assez faible, parce que vous êtes fiscalisé seulement sur les plus-values, et encore, ça va dépendre de votre pays de résidence. Le second avantage, c'est qu'en fait, vous avez une gamme de choix aujourd'hui sur les contrats d'assurance vie assez large, surtout sur les contrats récents, euh, où tout se fait de façon digitalisée. Donc, on va avoir accès à des supports obligataires, à toutes les actions pour pouvoir investir sur des ETF, via des sociétés de gestion, sur les marchés financiers mondiaux, que ce soit en Europe, États-Unis, marchés émergents. Donc, on n'a pas de limite, on va dire. On a également la possibilité de jouer sur les devises, d'investir sur des fonds américains en dollars, par exemple. Euh, et l'avantage de ce contrat, c'est qu'il est capitalisant. C'est-à-dire que tant que vous ne retirez pas l'argent de ce contrat, il n'y a pas de fiscalité qui va s'appliquer. Ça va vous permettre de générer des intérêts sur les intérêts, justement, d'avoir cet effet un peu boule de neige. Euh, Donc on n'est pas rentré dans les détails parce qu'on a fait voilà, des c'est ça. webinaires
spécifique à l'assurance vie. Vous savez qu'à chaque fois qu'on parle d'assurance vie, on se dit, est-ce que j'ouvre mon contrat en France ou au Luxembourg? On ne va pas rentrer dans le débat ce soir, mais juste retenez que le Luxembourg, globalement, c'est plus souple. C'est souvent moins cher, mais il faut avoir un peu de capital à placer, hein. C'est-à-dire que ça devient vraiment intéressant quand on a une somme de 150 à 200 000 euros à investir, où là on peut avoir accès à un choix très 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 large dans des conditions favorables. Et on bénéficie du fait que le Luxembourg, c'est une plateforme internationale qui ne taxe pas du tout et qui est totalement transparente au plan fiscal. Deuxième chose que je voulais ajouter sur l'assurance vie, il faut quand même faire attention. Il y a quelques pays, et pas forcément les plus petits, qui ne connaissent pas la spécificité du contrat d'assurance vie. Donc pour eux, le contrat d'assurance vie, c'est un placement financier et c'est pas un placement qui capitalise. Et donc chaque fois qu'il y a des plus-values latentes, ils vont taxer la plus-value latente comme un compte titre. Donc, il n'y a pas beaucoup de pays comme ça, mais sachez que ça existe et qu'il faut faire attention, notamment les États-Unis ou l'Allemagne, c'est des pays où on peut avoir ce genre de problème. Donc, mais nonobstant ces deux pays-là, l'assurance vie, c'est le placement passe-partout. Voilà, Terence, on a déjà évoqué l'immobilier en disant qu'on était taxé si ça Ouais, générait des revenus, ça reste quand même intéressant. c'est ça. Bah, l'immobilier, ça reste l'un des placements les favoris des Français. Parce qu'en fait, l'immobilier, ça vous permet d'avoir des revenus potentiels. Justement, quand on parle un petit peu horizon retraite, ça vous permet en fait d'avoir un complément de revenus que vous touchez tous les mois. Euh, donc, il y a plusieurs façons d'investir en immobilier. Il y a l'immobilier classique, vous achetez un bien en face de chez vous et vous le louez. Donc, forcément, il y a la recherche de locataires, les travaux qui peuvent également s'ajouter. Donc ça vous permet justement de bénéficier de l'effet de levier, justement via le crédit. Donc aujourd'hui, le crédit, ça reste l'un des outils les principaux pour commencer à se créer un patrimoine justement immobilier ou pour préparer un retour en France. Si vous avez envie d'acheter un bien justement euh, pour avoir un pied à terre en France. Donc là, Patrick évoquait justement les SCPI. Les Mais ça, on en parle tout SCPI. à l'heure, hein, les Ah SCPI. d'accord, ok. On en reparle tout à l'heure. Mais Non, par donc, contre, les inconvénients qu'on avait déjà signalés dans le paragraphe, dans la partie précédente, et ils continuent à s'appliquer. C'est-à-dire que bon, oui, l'immobilier pour un non-résident, c'est un peu douloureux au plan fiscal, c'est ça. que ce soit au moment de la perception des revenus, au moment de la revente et au moment de la transmission. Voilà. C'est quand même le bien, le seul bien où, quel que soit le lieu de résidence du défunt Mm. et de l'héritier, ben, on est sûr d'être taxé en France, hein. C'est ça. Si éventuellement vous êtes sûr de revenir en France pour la retraite, par exemple, et que vous voulez un pied à terre, là, ça reste une option intéressante, mais bon. Donc, Donc, c'est pas mal. Bon, après, on n'a pas rentré dans les détails, mais oui, nos auditeurs savent que l'effet de levier du crédit, c'est bien sur le papier. Après, il faut trouver la banque qui accepte et puis qui accède dans des conditions raisonnables, en ne ouais, mettant pas un taux trop élevé, en ne demandant pas des apports en épargne énormes. Donc, bon, c'est d'ailleurs pareil sur l'assurance vie. Il faut Mm, aussi trouver l'assureur qui accepte de prendre des Français qui résident dans des pays qu'il ne connaît pas bien. Donc, nous, alors, sur l'immobilier, sur le crédit, on peut vous aider, mais on n'est pas des magiciens. Sur l'assurance vie, on a les clés qui nous permettent de vous proposer des produits performants, quel que soit le pays où vous habitez, quasiment en tout cas. Bon, on a parlé des, SCP des immobiliers, mais vous vouliez nous parler des SCPI. voilà, Alors c'est maintenant, ça. c'est le moment. Donc, pas. En fait, les SCPI, en fait, pour les mettre en parallèle avec les biens immobiliers classiques qu'on va louer, en fait, les SCPI elles vont avoir, pour schématiser, les avantages d'un bien immobilier classique, sauf qu'en fait, vous n'avez rien à gérer. Donc en fait, les SCPI, ce sont des sociétés civiles de placement immobilier qui vont investir dans un parc immobilier assez large de plusieurs centaines d'immeubles, que ce soit des bureaux, des centres commerciaux, des immeubles, et qui vont les louer à des grandes entreprises. Et vous, en fait, vous allez simplement investir dans ces sociétés et toucher des revenus directement en fonction des parts que vous avez achetées. Donc, globalement, en fait, ça vous permet de toucher des revenus tous les mois ou tous les trimestres en fonction des SCPI, sans avoir les inconvénients d'avoir un bien à gérer en direct. Donc ça, c'est le meilleur moyen, on va dire, ou l'un des moyens pour commencer à se créer des revenus complémentaires
notamment quand on parle de retraite. Euh, En fait, vous allez simplement déléguer la gestion à une société immobilière aujourd'hui qui travaille depuis des années dans ce secteur et qui achète des biens immobiliers, qui va mutualiser le reste du crédit, c'est-à-dire que vous n'êtes pas exposé à un seul bâtiment, une entreprise en particulier. Il y a vraiment des centaines de bâtiments. Donc, si demain il y a un bâtiment qui n'est pas loué, ça va pas impacter grandement la performance. Et les Euh, performances, elles sont quand même tout à fait Voilà, honnêtes, hein. c'est ça, c'est ça. Donc quand on les compare en fait à un investissement direct, les revenus, les performances restent similaires. Donc ça va dépendre forcément à chaque fois du bien et de la SCPI. On va avoir des SCPI aujourd'hui sur le marché depuis 30, 40 ans, très diversifiées, on va dire assez défensives pour aller chercher un rendement de 4 à 5% net. Et on va avoir des SCPI un peu plus récentes, beaucoup plus dynamiques, qui vont, elles, viser un rendement, on va dire, de 6 à 7%, on va dire sur le long terme. Ah, Euh, alors, il faut savoir, bon, voilà, donc il y a deux choses à ajouter sur les ouais. SCPI. La première, c'est que en tant que résident, si vous résidez en tout cas en dehors de l'Union européenne, il vaut mieux, dans un premier, et si vous y restez durablement, Mhm. il vaut mieux choisir des SCPI qui investissent uniquement en Europe, hein, c'est possible, hein, il y en a. Et c'est des SCPI pourquoi il faut investir dans ce type de SCPI-là? Parce qu'en fait, l'impôt, il est prélevé par le pays dans lequel est situé l'immeuble. Donc, c'est plus la fiscalité française qui s'applique, ou elle s'applique résiduellement après application des conventions internationales, c'est la fiscalité du pays de situation de l'immeuble. Ça vous étonnera peut-être pas, mais généralement, la fiscalité est moins élevée dans les pays européens qu'en France. Et l'autre avantage, c'est que vous n'avez pas à supporter les prélèvements sociaux si vous résidez en dehors de l'Union européenne. Donc, ça veut dire que vous allez. Alors, tous les pays n'appliquent pas la même fiscalité, hein. Vous avez des SCPI à l'étranger qui vont générer un rendement aujourd'hui de 7% brut d'impôt, et puis qui vont avoir 5,5 net d'impôt. Et puis vous allez avoir d'autres qui vont vous rapporter 6% net d'impôt et 5,50, pardon, brut d'impôt, 6%, et puis 5,50 net d'impôt. Ça dépend où vous investissez en fait. Donc c'est pas si simple que ça d'identifier les bonnes SCPI. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que la grande mode maintenant, c'est que vous savez que l'immobilier a connu, et connaît toujours d'ailleurs, une crise assez importante, notamment l'immobilier d'entreprise qui constitue le cœur des investissements des SCPI. Et donc, il y a des SCPI ont connu des difficultés. Il y en a qui ont bien résisté, hein, aussi, hein. Par exemple, une SCPI qui est un peu la référence du marché qui s'appelle Immorente, elle continue à verser ses 5% chaque année avant impôt, et elle a passé la crise tout à fait correctement. Puis il y a des SCPI qui ont profité de l'opportunité ouverte par la baisse des prix consécutive à la crise immobilière pour créer, pour se créer, hein, accroître leur collecte fortement, de manière à pouvoir profiter des prix en baisse. Et donc ces SCPI, naturellement, c'est celle dont parlait Terence tout à l'heure, elles vont vous offrir des revenus supérieurs, puisqu'elles se positionnent sur des prix revus en baisse. Il faut juste faire un petit peu attention au fait que leur patrimoine est quand même beaucoup moins diversifié, hein. Une SCPI comme Immorente, ça va avoir des milliards d'encours en capitalisation. Les SCPI dont on parle, elles commencent souvent à quelques dizaines de millions d'euros. Donc le risque, il est quand même plus concentré. Donc il faut faire, c'est bien, mais il faut faire un tout petit peu attention. Donc voilà, mais les SCPI, c'est un produit qu'aiment bien les Français qui résident à l'étranger parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui offrent un couple rendement-risque correct et qui donnent du revenu, quoi, qui donnent du Mhm. rendement. Il y en a pas beaucoup. Ça, surtout si on est à l'étranger, pour gérer un bien depuis l'étranger, souvent c'est pas évident non plus. Donc, Alors, il y a une quatrième solution, notamment quand l'assurance vie, ça va pas bien, parce qu'on est, par exemple, dans un pays qui les taxe tous les ans, c'est le ouais. compte-titre. Voilà. Donc ça c'est l'alternative en fait à l'assurance vie. Le compte titre, lui, la seule différence avec l'assurance vie, c'est qu'il n'y a pas de, c'est pas capitalisant. C'est-à-dire que tous les ans, si vous faites de l'achat et de la vente, il y aura de la fiscalité sur les plus-values que vous aurez générées. Après, ça reste adapté justement de par sa flexibilité. En fait, vous avez une forte liquidité. Donc là,
votre argent reste disponible à tout moment, parce que vous êtes investi sur des supports, on va dire, assez classiques comme tous les ETF ou alors des fonds de société de gestion. Donc là, on a accès à des ETF avec des frais réduits pour pouvoir s'exposer en fait et suivre les marchés mondiaux, que ce soit le S&P 500, le CAC 40 ou alors simplement le MSCI World. Euh, et là, on va reprendre un petit peu ce qu'on a dit pour l'assurance vie, mais on a également à l'intérieur une large choix de supports. On va avoir la possibilité vraiment de diversifier le portefeuille pour pas exposer à une seule classe d'actifs. On va également avoir la possibilité d'utiliser ce compte titre un peu pour se générer des compléments de revenus. Par exemple, se placer sur des obligations qui vont générer 5, 6, 7% par an. Et ce montant-là, on le sort tous les ans et ça vous permet en fait de l'utiliser un peu comme un support d'investissement pour se générer un complément de revenu. Donc il y a également cette flexibilité-là. Après, pour le coup, voilà, toutes les banques aujourd'hui, mais ça, c'est la même chose pour les contrats d'assurance vie, elles n'acceptent pas les résidents de tous les pays. Donc si vous aujourd'hui votre pays est dans la liste noire par exemple ou grise, forcément vous aurez Ouais. Et puis plus de les banques difficultés. françaises, elles sont quand même un peu frileuses avec les Français qui résident à l'étranger pour les comptes titres, hein. Ouais. Donc nous, on a surtout deux types de solutions euh, en compte titre. Mhm. Pour les Français qui résident dans n'importe quel pays mondial, pardon. On a une solution à partir de 100 000 euros avec une banque luxembourgeoise assez classique et où on travaille en relation avec une société de gestion qui s'appelle Oris. Et on a une deuxième solution où là, on est associé avec une banque de gestion de fortune et où là, le ticket d'entrée est un peu plus élevé et il faut avoir 500 000 euros. Donc, l'avantage quand même, que ce soit à 100 000 ou à 500 000 euros, on bénéficie de la transparence fiscale luxembourgeoise et on a accès à tous les produits qu'a cité Terence tout à l'heure. Tout ça. Voilà. Mais en France, c'est un peu les comptes titres, c'est un sujet sensible, hein. C'est assez compliqué hein, quand même, hein. Voilà. Par contre, le compte titre, c'est un moyen aussi, par exemple, quand vous achetez des obligations ou des fonds de type OPCVM de distribution, hein, des fonds obligataires qui distribuent les coupons, ben, vous les touchez comme vous touchez les revenus des SCPI, Mhm. avec des revenus qui sont variables en fonction du risque que vous acceptez de prendre. Ouais. Voilà, il y a un cinquième type de placement qu'on a évoqué lors de notre dernier webinaire. Vous Oui. pouvez nous en dire un mot? Donc c'est le non-coté. Donc là, en fait, là, on parlait surtout, quand on parle d'investissement dans l'assurance vie, dans le compte titre d'investissement, donc sur le marché coté, donc via des ETF par exemple, et de l'autre côté, il y a le marché non coté. Donc traditionnellement, c'est quand on parle de private equity par exemple. Donc traditionnellement, c'était un secteur qui était, ou des investissements qui étaient réservés aux grandes institutions à partir de tickets d'entrée de plusieurs centaines de millions d'euros. Aujourd'hui, ces dernières années, ça s'est beaucoup démocratisé et heureusement, donc ça reste maintenant aujourd'hui accessible aux particuliers. Donc nous aujourd'hui, en fait, on a la possibilité de passer par des sociétés de private equity qui vont en fait mutualiser les investissements de particuliers et en fait, via l'apport de nombreux clients, accéder à ces fonds euh, de plusieurs centaines de millions qui étaient traditionnellement en fait inaccessibles. Euh, En fait, le non-coté, ça va vous permettre donc forcément de diversifier encore un peu plus votre patrimoine, parce qu'en fait, il va être déjà d'une part décorrélé des marchés financiers. Par exemple, sur une année, par exemple, comme 2022, où les marchés financiers vont faire -15, -20%, si de l'autre côté, vous avez une part qui est diversifiée en non-coté, ça va vous permettre si ce placement a généré des intérêts, de faire contrebalancer votre investissement en parallèle sur les marchés financiers. Ce qu'il faut savoir avec le non-coté, c'est que ça reste un investissement sur le long terme. C'est-à-dire que traditionnellement, sur le private equity, l'horizon est beaucoup plus long. Et ça va vous permettre, en fait, en contrepartie, d'avoir des rendements beaucoup plus importants que ce que peut avoir sur les marchés cotés. Là, on va avoir sur le marché non coté, on va viser des rendements, on va dire, de 15% annualisés sur un horizon souvent de 10 ans. Donc, pour le fonctionnement, pour faire 15%, ça va c'est dépendre. vraiment si ça se passe très 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 bien, hein. Voilà, bah, ça va dépendre des Partez fonds. plutôt On sur va. 10% quand même, hein. Ouais, ça va dépendre des fonds, ouais. On va. Et donc, alors, ce qu'il faut quand même dire, donc, dans le non-coté, pour schématiser, vous avez deux types de placements. Vous avez ceux dont a parlé
Terence, le private equity, Ouais. ça veut dire quoi? J'achète des actions d'une entreprise et je vais la valoriser et je vais la revendre dans 7 ou 8 ans. Et comme ça, eh ben, l'entreprise, elle s'est enrichie et moi, je vais participer à cet enrichissement. Ça, c'est le private equity. Ce qui marche pas mal en ce moment aussi, même si on lit pas mal d'articles dans la presse, c'est ce qu'on appelle la dette privée. Donc là, la dette privée, vous n'achetez pas des actions d'une entreprise, mais vous lui prêtez. Donc elle doit vous rembourser. Et donc vous regarderez sur notre chaîne YouTube, on a fait un webinaire spécifique à la dette privée. Pourquoi? Parce que c'est des placements toujours à horizon assez long, mais où là, on va récupérer du coupon chaque année, et du coupon qui est assez élevé, qui est au moins comparable à ce qu'on a avec les SCPI, dans un domaine d'investissement différent, à condition que tout se passe bien. Euh, et, euh, et, et, et donc, le risque est quand même moins important que quand on est du private equity, parce que la société à laquelle on a prêté, il faut qu'elle rembourse. Donc, si elle ne rembourse pas, c'est qu'elle a fait faillite. Donc, globalement, ça permet, disons, d'avoir une diversification par rapport au placement sous forme de SCPI qui était souvent réservé aux gens qui voulaient partir à la retraite et qui avaient besoin de revenus complémentaires. Là, la dette privée, ça offre une alternative et c'est accessible aux Français qui résident à l'étranger. Donc voilà quelques idées de placement dont on voulait vous parler ce soir. Euh, Évidemment, vous pourrez en savoir plus si vous regardez les webinaires qu'on avait consacrés à ces différents sujets. Euh, Dans une quatrième partie, on va regarder, non, je ne reviens pas sur ce qui est là, puisqu'on en a déjà bien parlé largement. Il faut que, avant d'investir, il faut que vous regardiez le pays de votre pays de résidence fiscale, votre convention, les contraintes attachées au placement, celles que vient de vous décrire Terence, vos objectifs patrimoniaux, et puis après, ben, vous pourrez construire une allocation qui correspond à votre nouveau pays de résidence et à vos objectifs. La quatrième partie, c'est les difficultés rencontrées en matière de transmission internationale. On va être un peu plus succinct là-dessus parce que on en a déjà un petit peu parlé, mais on a bien vu tout à l'heure qu'il y avait une différence fondamentale entre l'immobilier et l'actif financier. C'est ce qu'on va voir dans la première partie. Ensuite, on a vu que l'assurance vie, c'était quand même l'outil le mieux adapté à la transmission internationale. Et on va finir par les trois questions qu'il faut se poser pour bien anticiper sa transmission. Alors, commençons par les différences entre l'immobilier et les actifs financiers quand on parle de transmission, Terence. Mhm. C'est un peu ce qu'on avait vu par le passé, mais donc l'immobilier, ce qui va dépendre surtout, c'est où ce bien est situé. Donc s'il est situé en France, le droit qui va s'appliquer va être le droit français. Ce qui est à l'étranger, ça ne sera pas le cas souvent. Si on prend les actifs financiers, là ça va être un peu plus spécifique, on va dire. Imaginons que l'actif financier est dans le pays de résidence du défunt. Euh, Bah là, on va avoir souvent, il n'y a pas de droit français qui va s'appliquer. Par contre, si c'est un placement qui a été fait en France, il y a de grandes chances que la fiscalité française ait son mot à dire et que l'administration fiscale décide ou... Alors, pour être Ouais, sûr de ne pas se tromper, il vaut mieux ouvrir le compte titre ou souscrire son actif financier dans un pays comme le Luxembourg voilà, où on est transparent fiscalement et faire en sorte que les héritiers putatifs ne c'est ça. résident pas en Donc France. forcément, si on a accès au contrat luxembourgeois, ça vous permet en fait d'avoir une transparence assez claire et de pas avoir de surprise au moment de la succession. Alors, on a parlé de l'assurance vie déjà largement. Ouais. Juste, on va en dire deux mots. Pourquoi vraiment c'est le produit qui va bien en transmission? Bah, par exemple, là, si on prend l'exemple français, déjà en France, il y a 152 500 € qui sont totalement exonérés par bénéficiaire pour tous les versements qui ont été faits avant 70 ans. Donc déjà, rien qu'en partant de ce principe-là, ça vous permet d'exonérer, d'échapper une grande partie des droits de succession français éventuellement. Puis, il n'y a pas que la Euh, fiscalité, il y a le droit non, civil aussi. oui, donc au niveau du droit civil, en fait, vous avez déjà d'une part la possibilité de désigner les bénéficiaires de votre choix. Donc, d'une part, vous pouvez en fait bénéficier, donc traditionnellement choisir votre conjoint par exemple, mais également la possibilité de directement désigner par exemple vos enfants pour anticiper un peu la succession. Si par exemple aujourd'hui votre conjoint a assez de quoi pour le reste de sa retraite par exemple. Euh,
Oui, mais on peut aussi privilégier des bénéficiaires qui seraient lourdement taxés dans aussi. le cas de la fiscalité successorale classique. Hein, par exemple, des sœurs, ou des C'est frères, ou ça. des Donc, cousins, ou tout ce que vous voulez. on Hein. a vraiment le choix au niveau des bénéficiaires, ouais. Voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est intéressant fiscalement, c'est intéressant au niveau du droit civil, et puis on a le temps de se préparer. C'est ça. Oui, Hein. c'est ça. Voilà, alors faites attention quand même, hein, ce qu'on a marqué en bas, faites attention au pays de résidence fiscale au moment où le contrat se dénoue, des bénéficiaires. Hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, il y a évidemment trois questions à se poser. Hein, où résident les, mais il a déjà dit, hein, Terence. Mm. Où résident les parents? Où résident les enfants? Où sont situés les actifs? La réponse à ces trois questions est fait que vous allez savoir où vous allez être taxé et à quelle sauce vous allez être mangé. Bon, je crois qu'on en a fini avec la transmission. Hein. Bon, on avait Mm. déjà un petit peu défloré le C'est ça. sujet. On va réviser maintenant. Hein. La cinquième partie, c'est les erreurs, les fiscales les plus coûteuses. Donc là, on va un petit peu revenir rapidement, hein, parce que là, c'est une synthèse, sur les erreurs qu'il faut éviter de commettre quand on part à l'étranger. Alors, la première erreur, on revient à la leçon du début. Alors, Oui, ouais, l'expatriation, forcément, elle n'entraîne pas automatiquement la perte de résidence fiscale française. On va continuer à payer des impôts français sur les types d'investissements qu'on a fait. Si c'est des investissements qui sont en France, si c'est des revenus, par exemple, immobiliers qui sont en France. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Et forcément, on peut en fait être considéré toujours comme un résident fiscal français en fonction de l'activité économique. Comme on l'avait dit tout à l'heure, si la famille reste encore en France et qu'on va les visiter régulièrement, bah, l'administration fiscale peut tout simplement considérer que vous êtes résident fiscal français. voilà, donc ça, c'est la principale erreur. Ouais, c'est ça. Alors, après, on va passer à la deuxième erreur, si j'y arrive, parce que ah ben, je vais trop C'est vite. bon. Voilà, alors, Oui, donc on avait parlé des conventions fiscales, elles suppriment pas toujours l'imposition. Donc elles vont vraiment elle être ne supprime pas l'imposition, surtout elle ne supprime pas la double imposition, toujours. Oui, ouais, ouais. Euh, c'est ça. Donc en fait, Bien. ouais, elle est partie. Donc en fait, ce qu'il faut faire attention avec les conventions fiscales, c'est comment elles vont surtout répartir le droit d'imposition entre les deux pays. Et l'idée, c'est qu'elles vous évitent en fait la double imposition. Donc Mais ça ne marche pas à tous les coups. pas tout le temps, Hein. pas tout le Donc, temps. il faut bien lire la convention fiscale. Et il y a des fois où bah, vous échappez pas complètement aux doubles impositions. Ça dépend des pays. Hein. Généralement, l'objectif de la convention, c'est de faire en sorte que vous payez l'impôt qu'une fois. Mais nous, notre ingénieur fiscal et patronal, c'est un spécialiste de l'analyse des conventions fiscales et il pourra vous accompagner largement sur le sujet. Donc, trois- troisième erreur, parce que là, je reviens en Ouais. arrière. La troisième erreur, Terence. Voilà, donc la troisième erreur, c'est de conserver ses placements après son expatriation. Souvent, en fait, on va avoir des placements qu'on a fait par le passé qui étaient judicieux sur le moment, qui étaient adaptés, mais le jour où on part à l'étranger, c'est des placements qui vont plus être adaptés, soit de par de la fiscalité, ou alors de par des produits disponibles, même parce qu'ils étaient tout simplement anciens. Donc, Ouais, parce l'idée, que c'est... la règle de base, c'est quand même que une fois que vous partez à l'étranger, surtout dans des pays qui ne sont pas les pays de l'Union européenne, votre banquier, là, il va être mal à l'aise. Votre banquier ou l'établissement dans lequel vous avez vos placements, ils Hmm, sont souvent mal à l'aise parce qu'ils n'ont pas l'habitude de traiter avec des clients qui sont un peu partout sur le globe. Et donc, votre produit qui marchait bien quand vous étiez résident français, bah, et le banquier, ça ne va pas lui plaire quand vous êtes résident d'un pays d'Afrique ou d'Amérique latine, en c'est fait. ça. On a beaucoup de clients en fait qui, une fois arrivés à l'étranger, et se rendent compte que le contrat, par exemple, d'assurance vie qu'ils avaient, ça va dépendre des banques. Certaines banques ont les structures nécessaires pour vous accompagner une fois à l'étranger, d'autres non. Donc certaines banques vont parfois en fait vous limiter l'accès, vont plus avoir la même, vous proposer les mêmes options de gestion de votre contrat d'assurance vie, par exemple, une fois que vous êtes à l'étranger. Donc, il y a tous ces points à prendre en compte pour voir si l'assurance vie ou ce contrat en lui-même reste toujours aussi efficace que par le passé. Alors, voyez, nous, chez Mobo Patrimoine, par exemple, on travaille avec une trentaine de compagnies Mm. d'assurance vie françaises, hein, à peu près, et il y en a deux Ouais. qui acceptent de travailler avec des Français qui résident à l'étranger, en tout cas en dehors de l'Union européenne. Et sur les deux, il y en a une qui est très sélective sur les pays. Alors, il y en avait une troisième, que je ne citerai pas, mais qui a changé de politique et qui maintenant ne travaille plus avec les non-résidents français. Mm. Et donc, vous voyez, c'est assez compliqué à gérer. Et c'est pareil d'ailleurs au Luxembourg. Hein. Nous,
il y a 10 ans, par exemple, on peut le dire, hein, il y a 10 ans, on travaillait avec Generali, avec la Mondiale pour les Français qui résidaient en Afrique. Ben, Generali et la Mondiale, ils veulent plus prendre de souscription de personnes qui résident dans des pays d'Afrique. Et donc, on est obligé de trouver de nouveaux partenaires. Voilà, donc, donc, ça veut dire conserver ces placements après son expatriation, c'est une erreur. C'est la troisième d'ailleurs. Ouais. Alors la quatrième, bon, on va pas. Oui, c'est ça, mais c'est simplement le fait de ne pas anticiper la transmission. Ça se prépare dès maintenant, on va dire, pour pas avoir de surprise le moment venu. Euh, voilà. Et la dernière erreur, c'est pas une erreur d'ailleurs, il faut ne pas anticiper le retour en Ouais, France. voilà, On ça s'est c'est une trompé en erreur. rédigeant la slide, hein. C'est ça. Mais oui, donc pas préparer le retour en France, ça peut être très coûteux. Si par exemple, c'est l'exemple que je faisais tout à l'heure, mais si on anticipe son retour et qu'on est considéré comme résident fiscal un peu trop tôt, parce que la famille nous a rejoints, donc là, ça peut être un problème. Et donc ça peut avoir des conséquences sur tous les produits financiers qu'on a fait, l'assurance vie, les plus-values latentes, par exemple, si vous aviez un investissement à l'étranger et que vous ne l'avez pas fermé à temps, récupérer les plus-values avec une imposition quasiment nulle, ça peut avoir des répercussions par la suite. Et voilà. Alors, Donc, on en a à peu près fini avec ce qu'on voulait vous dire, hein. On n'est pas rentré, hein, vous l'avez dit, on va un petit peu survoler les différentes règles fiscales. Ça ne veut pas dire qu'on ne les connaît pas, hein. C'est juste que, compte tenu de la diversité des situations, des pays, des conventions fiscales, c'est plus simple pour nous de revenir plus en détail sur vos problématiques particulières si vous nous interrogez directement. Alors, j'ai vu qu'il y avait quand même trois. Alors, en général, on attend la fin, toute la fin pour répondre aux questions. Mais il y en a déjà trois qui ont été posées. On va juste essayer d'y répondre comme on n'est pas trop en retard aujourd'hui. Alors, sauf que, non, voilà, on y arrive. Donc la première question, on rappelait qu'on a parlé des SCPI et on a dit que dans les SCPI européennes, elles étaient intéressantes. Et donc, on nous demande si les SCPI européennes rentrent dans l'assiette de l'IFI pour un non-résident fiscal. Je ne voudrais pas raconter de bêtises, mais je bah, pense si que. on parle Hein, de SCPI européenne, par ouais, exemple, ben, là, dans le normalement, cas ça ne rentre non, pas dans l'IFI, hein. mais si c'est une SCPI investie en France, alors là, Voilà. Mais oui. là, je crois qu'on parle des SCPI européennes. Ouais. Donc, les SCPI européennes, Donc là, non. les SCPI européennes, comme l'immeuble est situé en dehors de la France, si vous résidez en dehors de la France, il n'y a aucune raison pour que ça apparaisse dans l'assiette fiscale de Mhm. l'IFI. Si vous souhaitez, pour diverses raisons, notamment parce que vous pensez que vous allez revenir en France et que vous voulez une SCPI un peu plus ancienne que les SCPI européennes, vous pouvez aussi souscrire une SCPI qui investit largement en France, mais pour neutraliser l'impôt durant la période où vous résidez à l'étranger, vous allez l'acquérir sous forme de nue propriété. Et là, ben, à la fois, vous allez supprimer l'impôt sur le revenu, puisque comme vous l'avez acheté en démembrement, ben, vous ne recevrez des revenus qu'au terme de la période de démembrement. Donc, vous n'êtes pas imposé tant que vous êtes en nue propriété. Et la deuxième chose, c'est que vous ne serez pas imposable à l'IFI puisque vous l'avez acheté aussi en démembrement. Donc ça, c'est intéressant pour si vous avez un horizon de placement d'une dizaine d'années, vous savez que vous allez revenir en France. Et donc là, vous aurez comme ça boosté un petit peu votre rendement au terme, au moment où vous reviendrez en France. Donc il y a une deuxième question qui est posée. Alors là, celle-là, elle est assez facile. C'est quelle est la différence entre un portefeuille titre et investir directement dans des ETF actions? Bon, en fait, il n'y en a aucune, parce que Mhm. pour investir Ouais. directement dans des ETF actions, il faut un portefeuille titre, dans un compte titre. Donc on parle de la même chose, en fait, hein. Donc tout ce que vous a dit Terence sur les portefeuilles titres, c'est comme quand vous achetez avec votre banque des ETF ou des actions. Un retraité non résident fiscal français reste-t-il pas moins toujours couvert par la CPAM pour de soins réalisés en France? Ben ça, je ne sais pas. Vous avez la réponse, vous? Non, on va demander à Aline. Euh, Parce que nous, on a une spécialiste de l'assurance Voilà, santé, hein, c'est on n'en a ça. pas parlé, elle s'appelle Aline Souza. Mm. Mais moi, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Ce Moi non que plus. je vous propose, c'est qu'on vous réponde par mail. On va regarder Ouais. ça. Mais ça, j'essaie de réfléchir en deux secondes. Non, mais je connais la réponse à votre question. En fait, si vous êtes non résident fiscal français, il faut que vous vous assuriez contre les accidents de la vie, hein, et donc il faut souscrire.
soit avec la CFE, soit avec une assurance santé complémentaire pour pouvoir être couvert quand vous avez un incident de santé, hein. Et donc, comme je vous disais, on est une personne qui ne s'occupe que de ça chez nous. Et je devrais connaître la réponse plus facilement parce que c'est un sujet où on se développe assez rapidement. Alors, on vous laissera encore 2 ou 3 minutes pour poser de nouvelles questions. On va juste vous dire 2 mots sur notre cabinet, comme on finit habituellement avec nos webinaires. Donc, notre cabinet, on existe depuis une quarantaine d'années, hein. On travaille depuis 40 ans avec les Français qui résident en France, depuis 2008 avec les Français qui résident à l'étranger. Vous voyez, on connaît un petit peu. On a ce qu'on appelle une architecture ouverte. Ça veut dire, tout à l'heure, vous vous rappelez, on vous a dit on travaille avec 30 compagnies d'assurance vie. Donc ça, c'est l'architecture ouverte. Ça veut dire qu'on travaille un peu avec tout le monde et on va essayer d'aller chercher la solution financière qui correspond le mieux aux besoins de nos clients. Donc, on fait un accompagnement patrimonial global. Ça veut dire si vous prenez contact avec Terence, eh ben, Terence, il va vous suivre dans la durée. Éventuellement, il fera appel à notre ingénieur fiscal et patrimonial quand les questions sont un peu trop pointues pour lui. Il fera appel à la personne qui s'occupe de tout ce qui est prévoyance et santé si vous avez des questions sur ces sujets-là. Mais c'est votre interlocuteur, il vous accompagne dans le temps. On a une expertise qui est reconnue on a mis sur les classes d'actifs d'un côté, mais on aurait pu dire sur les classes d'actifs côté, on connaît tout. Bon, il se trouve que j'ai un petit peu travaillé dans un fonds de private equity avant de reprendre ce cabinet, hein. Mais bon, globalement, on est spécialisé dans les placements financiers. Vous voyez, alors on a une taille qui est intermédiaire, hein, donc on est un cabinet moyen et on veut rester moyen, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être trop petit parce qu'on a beaucoup de contraintes d'organisation qui font que si on est trop petit, on ne pourra pas vous apporter le meilleur conseil. Et si on est trop gros, ben là on devient un peu une usine à placement et ça c'est un choix que j'ai pas retenu. Donc on a voulu garder une taille humaine pour pouvoir conseiller nos clients optimalement dans un souci d'indépendance et d'objectivité. Donc Terence, voilà, vous avez fait sa connaissance. Donc il travaillait chez Odo avant. Il y a une banque assez connue. Par contre, la photo là, on vous a un peu loupé. Ah oui, ah là, vous m'avez... Là, je vous ai mal J'avais pas vu. arrangé là. J'avais pas vu. Et donc, Terence, c'est votre interlocuteur, il est à votre service. Et donc, moi, comme je vous disais, vous voyez, j'ai plein de cheveux blancs. Et donc, j'ai travaillé un peu partout, mais notamment, j'ai fait pas mal d'immobilier, de crédit, et j'ai fait du private equity. J'ai participé à la création d'une banque qui s'appelait à l'époque la Compagnie 1818, qui s'appelle aujourd'hui Natixis Wealth Management. Et donc, je pense que j'ai une expérience, on va dire, à 360 degrés qui me permet de savoir à peu près ce dont je parle quand on évoque les différents placements comme ceux de ce soir. Et puis, le vrai facteur de différenciation de notre cabinet, c'est l'expertise internationale, que ce soit pour les Français qui résident à l'étranger, mais aussi pour les Français de France qui souhaitent investir à l'étranger. Alors, on accompagne pas mal les Français dans ce type de situation, notamment quand on se rapproche des élections. Ça vous échappera pas. Voilà. Et donc, pour répondre le mieux à vos problématiques, on a une équipe d'une douzaine de personnes. Cette équipe, elle comprend à la fois des conseillers patrimoniaux, des conseillers pour les entreprises, des conseillers pour la santé et la prévoyance. On a un avocat fiscaliste, on a un back-office. Vous voyez, on n'est pas beaucoup, mais on fait à peu près tout. Et on a donc un back-office et un middle-office qui nous permettent de travailler, je pense, optimalement pour nos clients. Donc en 3 mots pour se qualifier, on a une approche globale et personnalisée, on a une expertise multiclasse et on vous accompagne dans la durée. C'est ça qu'on voulait faire passer comme message. Après, bon, c'est un peu du blabla, hein, tout ça. Et puis, ce qu'on vous a pas dit, par contre, la slide, on l'a loupé. Ce qu'on voulait quand même vous dire, c'est qu'on travaille dans des métiers qui sont un peu contrôlés, hein, et donc, tout ce qu'on vous a dit ce soir, ça s'inscrit dans le code monétaire et financier, ou dans le code des assurances, ou dans le code immobilier. Donc, pour pouvoir exercer ce métier-là, donc,
pour pouvoir proposer des assurances vie ou des assurances santé, il faut respecter le code des assurances et il faut aussi respecter les obligations de formation, les contrôles qui sont réalisés à l'initiative de la CPR, qui est le gendarme du Code des assurances. Quand on vous propose des SCPI, quand on vous propose des comptes titres ou quand on vous propose du private equity, là, on exerce un métier qui est le métier du conseil en investissement financier. C'est régi par le Code monétaire et financier. Et là, on a des obligations de formation et on est contrôlé par l'autorité des marchés financiers. Et quand on exerce, c'est pareil d'ailleurs quand on exerce le métier de courtier en crédit pour les opérations de financement. Donc on est aussi sous contrôle de l'AMF. Et dernier métier, l'immobilier, il faut une carte de transaction pour pouvoir proposer des biens achetés. Et cette carte de transaction, c'est la Chambre de commerce de Paris pour nous qui la délivre. Et c'est pareil, il faut suivre des formations qui sont assez lourdes et supporter éventuellement des contrôles. Donc, vous voyez, on existe depuis 40 ans, ça veut dire que les contrôles, on les a quand même bien supportés. Alors, ce qu'on ne vous a pas dit aussi, c'est que tous ces métiers qu'on exerce, vous pouvez les retrouver dans un registre qui s'appelle l'ORIAS. Vous faites ORIAS sur Internet. Et ORIAS, vous mettez Patrick Fontan et vous verrez tous les métiers qu'on est habilité à exercer pour nos clients. Et on est aussi obligé de s'affilier à un organisme qui représente un peu comme les chambres de notaires, mais bon, c'est moins strict, mais quand même, donc un organisme de place qui nous surveille aussi. Hein. On a eu un contrôle cette année pour vérifier qu'on respecte bien toute la réglementation, que ce soit sur le code monétaire et financier ou sur le code des assurances. Ça, c'était pour vous rassurer. Et je crois qu'on a fait le tour du sujet. Donc, je vous rappelle, je crois pas, hein, je vous rappelle que on va vous envoyer un replay, on va vous envoyer les supports de présentation. On vous laisse encore quelques secondes pour nous poser des questions complémentaires s'il y en a. Et puis, voilà, je crois que c'est tout. Euh, donc, je vous propose, puisqu'il n'y a plus de questions, de mettre. Alors, oui, ce que je voulais vous dire, au-delà, quand on vous enverra le replay, on vous enverra aussi l'ordre du jour des prochains webinaires. Alors là, ça tombe mal parce qu'on arrive à la fin de la saison, il n'y en a plus qu'un. Mais dans l'ordre du jour, vous aurez le lien pour accéder à tous ceux d'avant. Donc, si ça vous intéresse et si vous n'avez pas eu la chance et l'opportunité de les suivre auparavant. Bon, j'en profite pour dire merci à Terence de m'avoir accompagné parce qu'il se fait tard en France. Et donc, on était ravis que vous ayez été aussi nombreux à nous suivre. On vous dit à bientôt, hein, parce qu'on vous a dit on est à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Vous avez nos adresses mail et vous allez même avoir bientôt l'agenda de Terence pour pouvoir prendre rendez-vous avec lui. Donc on vous dit merci encore, à bientôt, au revoir.